Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Noé Koh-Lanta. Comment ça va? Ça va, et toi? Et bah ça va très bien et ça fait quand même longtemps qu'on t'a pas vu sur YouTube Noé. Ouais, et là, ça fait déjà bizarre qu'on m'appelle encore Noé Koh-Lanta vu que je n'ai plus de chaîne. Appelle-moi juste Noé, j'ai plus de chaîne en tout cas, donc je pense que ce nom n'est plus approprié. Et bah je comprends, en tout cas tu restes tout de même voilà, assez à l'affût sur Koh-Lanta. Noé s'était fait supprimer ses deux chaînes YouTube, c'était un peu triste mais c'était quelqu'un avec qui j'ai souvent un peu parlé de Koh-Lanta. On avait même fait quelques vidéos ensemble, je m'en rappelle. Et ça fait plaisir, un peu un retour aux sources là pour cette vidéo où on va parler du déclin de Koh-Lanta. Est-ce qu'il y a un déclin d'ailleurs dans le programme? C'est ce qu'on va voir avec Noé aujourd'hui. Et on va commencer assez rapidement avec déjà, pour moi, la principale chose qui montre un peu le déclin de Koh-Lanta, c'est clairement les audiences. Les audiences qui sont plus au rendez-vous malheureusement. Je pense que Noé, tu as une petite idée de pourquoi ça ne fonctionne plus les audiences. Enfin, faire une analyse en termes de dynamique, on se rappelle très bien de la saison de l'Île des Héros en 2020, si je ne me trompe pas. Ouais. Qui était un carton en termes d'audience. Je crois que c'était la saison où il y avait le plus d'audience, je crois, dans l'histoire, une des saisons avec le plus d'audience dans l'histoire de Koh-Lanta. On tournait autour de 7 millions parfois, 6,5, 7 millions à peu près, à l'époque. Et après, on a vu que c'est maintenu plutôt pour les saisons suivantes. Les 4 terres, les armes secrètes, on était autour de 6 millions, 5 millions et demi, donc des très bonnes audiences en général de Koh-Lanta. Après, il y a eu évidemment le passage le changement de programmation de Koh-Lanta qui est passé du vendredi soir au mardi soir avec la saison All-Star des 20 ans, la légende. Et donc depuis, on observe clairement une baisse drastique des audiences. On tourne plus autour de 4 millions, voire même des 3 millions 5 en termes d'audience générale pour les émissions de ces saisons. Bah ouais, c'est un peu triste parce que le but d'une émission comme Koh-Lanta, c'est un peu un programme familial. Et le placer en pleine semaine, le mardi, pour moi, c'est clairement un mauvais choix. Et je comprends pas pourquoi ils sont ravis de ça et qui font la promotion de leurs audiences, parce que apparemment en replay ça fonctionne bien. Mais je dirais que le but d'une émission comme Koh-Lanta, c'est d'être regardé en direct et d'être commenté en direct le vendredi soir. C'était vraiment le moment parfait. Et pour moi, c'est vraiment pour ça que Koh-Lanta, au niveau audience en tout cas, fonctionne moins bien. Il faut pas non plus suranalyser, je pense, ces aspects-là, parce que ils disent que les audiences sont bonnes le mardi soir, mais on peut pas comparer les audiences qu'il y avait le mardi soir et le vendredi soir. Ce sont deux cases TV totalement différentes, qui ne visent pas le même public. Le vendredi soir, c'est la famille principalement, donc forcément qui sera peut-être plus à même de faire de très grosses audiences. Généralement, Koh-Lanta, TF1 cherchait à faire des audiences entre 5, 6 millions de téléspectateurs à l'époque le vendredi soir. Là, ils n'ont pas la même ambition. Le mardi soir, ils savent très bien que les audiences, le mardi soir, ne seront pas du même acabit. C'est un autre public, du coup. C'est une autre concurrence. Le mardi soir, par exemple, je sais pas si t'es fan de foot, mais le mardi soir, c'est la Ligue des Champions. Ouais. Par exemple, il peut y avoir d'autres... C'est une autre concurrence. Et donc, quand les audiences tournent autour de 3 millions, 4 millions de téléspectateurs pour TF1, sur cette case du mardi soir, c'est une très bonne audience, en effet. Avec en plus les replays qui viennent multiplier cela, ils sont satisfaits. Du coup, ils sont satisfaits de ça, et donc ils se contentent de ça. Ils se contentent pour eux de garder l'émission le mardi soir, et aussi parce que c'est un choix stratégique de TF1 qui, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, quand ils avaient placé l'émission le mardi soir, la première saison, c'était La Légende. Du coup, évidemment, que le choix de TF1 de placer Koh-Lanta le mardi soir, c'est que Koh-Lanta, c'est une émission qui a une base d'audience qui est là. Enfin, il y a des fans et tout qui continueront à regarder Koh-Lanta, que ce soit le vendredi ou le mardi soir, ou même en replay. Donc, de le passer du vendredi au mardi soir, ça coûte moins cher pour eux que de mettre une émission qu'ils estiment à fort potentiel, la mettre le mardi soir, alors qu'il n'y a pas forcément une base d'audience. Donc, s'ils mettent cette émission le vendredi soir, ils estiment que ça leur coûte moins cher en tout cas. C'est pour ça du coup qu'ils ont décidé de mettre Koh-Lanta le mardi soir.
C'est juste, hein, c'est clairement le cas. Et puis pour moi, il y a un autre aspect qui fait que je pense que les téléspectateurs, le public a du mal à rester, à regarder la saison du début jusqu'à la fin. C'est peut-être le fait qu'on a quand même beaucoup d'épisodes comparé à avant. Le fait qu'avant, le max c'était 14 épisodes. Maintenant, le max qu'on a eu, c'est 17 épisodes et le minimum, c'est 16, généralement, ces dernières années. Donc, je trouve que ça fait quand même beaucoup de semaines de diffusion pour un koh-Lanta. Surtout que des épisodes sont coupés en deux. Je sais pas toi, Noé, mais un épisode coupé en deux, généralement, ouais, ça nous coupe littéralement Du coup, il y a quand même, bon, du coup, c'est vrai que maintenant, ils ont, depuis l'histoire de l'île des héros, la saison Covid, qui a bouleversé koh-Lanta, notamment dans tout ce qui est audience, médiatisation et même organisation des épisodes, du coup, avec la réunification qui est coupée en deux maintenant. Et du coup, là, c'est la finale, avec l'orientation qui est spécifiquement un épisode et les poteaux plus finale, grande finale, un épisode. Et parfois encore d'autres épisodes, comme des épisodes avec des épreuves éliminatoires, où ils vont couper en deux. Évidemment que ça multiplie les épisodes, mais ça c'est dans un but économique, hein, évidemment. Ils savent très bien qu'en multipliant les épisodes, ils vont avoir plus de retombées. Et donc, avec plus de publicité, etc. Donc évidemment que c'est un choix purement économique et qui, certes, allonge la durée, entre guillemets, de diffusion, qui était avant une saison, ça a toujours été long une saison, hein, entre 3 et 4 mois, mais maintenant, là, c'est beaucoup plus long. C'est un sentiment un peu plus c'est plus propice à un décrochage, en effet, je trouve. Oui, et surtout que c'est pas judicieux, je pense, pour la production, s'ils ont cette base de 17 épisodes. Faites 17 épisodes, mais faites avec une certaine logique. Franchement, je trouve que certains épisodes sont coupés en deux pour rien, alors qu'ils ont un surplus souvent de candidats. Ajouter un conseil, ajouter quelques épreuves pour je dirais, remplacer un épisode qui aurait été coupé en deux par un réel épisode. Parce que le constat, il est là, on restera à 17 épisodes. Mais autant avoir un épisode complet avec 2 épreuves du coup et puis ensuite le conseil, au lieu d'avoir 2 épisodes qui sont pas complets, qui ont été coupés en deux. Selon moi, il y a des choses que je ne comprends pas trop au niveau de ce schéma. Mais en tout cas, Noé a très bien expliqué je dirais les raisons. C'est vrai que c'est purement économique et c'est logique, mais bon. C'est vrai qu'à l'époque. Et d'autant plus que la case excuse-moi de te couper, mais aussi pour dire que la case du mardi soir est propice aussi à des annulations de cette programmation. C'est-à-dire que c'est une case où il peut y avoir des événements, etc., où il peut y avoir des matchs de l'équipe de France, par exemple, lors des trêves internationales, que ce soit de rugby ou de foot, ou alors des événements spéciaux, des éditions spéciales. Donc parfois, ça peut arriver. C'est aussi le cas le vendredi soir, mais c'est beaucoup plus propice le mardi. Et évidemment qu'il peut y avoir une semaine, par exemple, un mardi soir, ils vont pas diffuser koh-Lanta. Donc ça va être reporté la semaine suivante, donc ça décale encore plus l'émission, etc. Donc évidemment que cela amène encore plus de longueur. Je pense pas non plus que ce soit le problème fondamental, parce que déjà avant, les saisons étaient assez longues. Ça durait 3-4 mois déjà avant. Là, on rajoute quelques épisodes en plus. C'est vrai que c'est un peu plus long maintenant, on en rajoute 2-3 semaines en plus. Mais pour moi, ça a quand même aussi son importance. Même si c'est résiduel, ça a son importance. Oui, d'un côté, tu as raison. Oui. Et du coup, je vais enchaîner avec, pour moi, un autre défaut qui peut, je dirais, contribuer au déclin de koh-Lanta, c'est les castings. Noé, est-ce que pour toi, les castings, c'est un critère du déclin ? Alors, je vais commencer cette partie, ce petit sous-thème en disant une chose, c'est que je n'ai pas regardé la dernière saison. La saison spéciale avec les 2 revenants, Hugo et Frédéric, je crois. Je n'ai pas du tout regardé. Que depuis le Koh-Lanta la légende, avec les 20 ans, les 3 saisons qui avaient suivi, je les ai regardées, mais sans une analyse de youtubeur, vraiment en tant que fan. Et c'est vrai que j'avais remarqué quelque chose déjà, c'est que déjà avant la légende, etc., depuis en réalité l'arrivée d'Alexa Laroche-Joubert, on a un changement sociologique dans les castings qui a été effectué. C'est-à-dire on a beaucoup plus de jeunes qui sont peut-être plus à même à faire potentiellement buzzer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snap, etc. Et surtout des profils encore beaucoup plus sportifs.
beaucoup moins de joueurs, beaucoup moins ces personnages de quarantenaires, cinquantenaires et tout, qui vont pas tout miser sur le physique, etc. Il y avait déjà beaucoup de jeunes avant, mais là, je trouve que ça s'est encore accentué. Et un peu en lien avec l'époque, hein, Alexia Laroche-Joubert a suivi, elle a compris qu'aujourd'hui, pour qu'une émission fonctionne, elle doit être relayée sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont pris donc des profils qui pourront permettre à Koh-Lanta d'être valorisé sur les réseaux sociaux par les candidats eux-mêmes. Oui, c'est une raison. Après, je trouve que les profils se ressemblent quand même pas mal. Quand tu me dis, voilà, les jeunes, c'est vrai que voilà, je trouve que on peut avoir des profils un peu plus différents. Et c'est un peu le problème de Koh-Lanta actuellement. Si je prends un exemple, Koh-Lanta les 4 terres, on a 3 jeunes, Loïc, Brice, Dorian par exemple. Ce sont 3 profils qui se ressemblent terriblement. Pourtant, c'est 3 profils qui vont rester. Après, pas non plus. Après, évidemment qu'ils peuvent pas non plus prendre 20 candidats ou 22, etc., qui ont des profils totalement différents. Évidemment qu'il y aura toujours des groupes de candidats qui se ressemblent, etc. Le but, c'est que ce soit à peu près proportionné, qu'il y ait autant de sportifs à peu près qu'autant de potentiels stratèges, autant de joueurs ouverts, etc. Mais c'est vrai que plus on prend des jeunes, plus on va prendre des joueurs un peu caricaturaux qui vont être omnibulés par l'aspect sportif et peut-être moins par d'autres aspects du jeu, évidemment. Oui, voilà. Et après, pour moi, un autre critère aussi, c'est aussi le fait qu'ils prennent peut-être un peu trop d'aventuriers, tu vois, du genre 24 pour une saison comme le Totem Maudit ou la saison qu'on a eu actuellement là, il y a pas longtemps, puis vient de se terminer il y a quelques semaines. Pour moi, c'était pas forcément nécessaire d'avoir autant d'aventuriers. Et qui dit plus d'aventuriers dit forcément plus de chances d'avoir des aventuriers qui se ressemblent. On se rappelle de Koh-Lanta Palau, un casting magnifique avec 18 candidats. Les 18, voilà, on va dire qu'il y en a très peu qui sont oubliables. Voilà, ils sont assez différents les profils. Après, pour moi, je trouve que c'est pas évidemment que depuis évidemment la première saison, on assiste à une croissance évidemment des candidats, du nombre de candidats sur une saison. La première saison, je crois, les premières saisons étaient à 16, 17 à peu près. Puis on est monté à 18, puis on est monté à 19, puis on est monté à 20. Et après, à 20, on était Raja Ampat, qui est une super saison, on était déjà à 20. Ouais. Bon, après, là, évidemment, là, il y a ça s'est encore accentué. Là, maintenant, on est plus autour de 22, 21, parfois 24 même. Ouais. Après, généralement, ils débutent pas la saison à 24. Généralement, ils ont 20, 21 aventuriers, ils en rajoutent un ou deux lors de l'épisode 2 ou 3, comme ça a pu se faire par le passé, notamment. Mais ça joue évidemment en compte. Peut-être qu'il y a trop de candidats. En plus, généralement, il peut y en avoir parfois dans une saison. Il y en a toujours eu dans la saison des candidats oubliables, mais peut-être que du coup, ça amène ce phénomène encore plus de candidats qui ne marquent peut-être pas les esprits. Moi, par exemple, il y avait l'exemple lors des candidats avec les 4 terres, l'exemple d'Ava m'avait totalement marqué. Candidat fantôme, cet aspect-là aussi est à prendre en compte, je pense. Oui, voilà, c'est plus de ce principe-là de candidat fantôme. On en a beaucoup plus qu'avant. Avant, c'est vrai que les candidats fantômes, ça n'existait pas. Mais c'est logique, parce qu'il y avait moins d'aventuriers. Là, à 24 candidats, tu peux avoir un candidat fantôme qui va jusqu'à très très loin, jusqu'à 2 épisodes avant la finale, quoi. C'est un peu triste. Après là, on va aussi arriver sur les limites en elles-mêmes de l'émission. C'est que Koh-Lanta est une émission quand même qui est quand même assez répétitive. C'est que le format n'a pas, le format en lui-même n'a pas bougé. C'est toujours la même émission, etc. Avec 2 équipes, voire 3 de temps en temps, avec épreuve de confort, épreuve d'immunité. On a la réunification. Après, on a le passage en individuel, etc. Avec potentiellement des épreuves éliminatoires, etc. Les poteaux. L'orientation, etc. C'est une émission qui est assez répétitive dans son format, donc ils sont obligés du coup déjà de mettre des twists, c'est-à-dire des nouveautés qui vont influencer le jeu d'un point de vue stratégique, évidemment, mais aussi du coup d'évoluer aussi sur le format. Donc déjà il y avait eu le passage à 3 équipes qui avait été une nouveité. Je me rappelle plus c'était quand, je crois que c'était quand la première saison à 3 équipes. C'était pas Koh-Lanta Cambodge, je crois, c'était ça. C'est ça. C'est le passage avec 3 équipes avec l'équipe bleue. Il y a eu l'expérimentation des 4 équipes avec 4 terres. Et là, c'est vrai qu'on est maintenant plus souvent il y a très souvent 3 équipes maintenant.
qui est une évolution du format, évidemment, ça participe à ça, et donc évidemment les évolutions stratégiques avec, par exemple, les saisons thématiques comme le feu sacré, les armes secrètes, etc., que ça joue en compte, que ça à prendre en compte pour l'évolution de l'émission, pour lui permettre d'avoir une attractivité, que ce soit pas répétitif, quoi. Ouais, c'est très juste. Et en parlant des twists, on va parler des twists foireux aussi. C'est peut-être un critère aussi qui fait que Koh-Lanta peut je dirais, décrédibiliser avec notamment le twist. On est d'accord, Noé, hein, l'anneau d'or. C'est peut-être c'est clairement le pire twist de l'histoire de Koh-Lanta, car là, c'est foiré, quoi. On a eu une mauvaise idée sur le papier. C'était en 2016, donc Ouais. bon, évidemment que là, c'est l'anneau d'or en lui-même, c'est évidemment le twist qu'on peut considérer comme le plus foireux, mais ce n'est pas dans le thème de la vidéo spécifiquement, mais là c'est un exemple parce que c'était en 2016 et que là, le déclin qu'on aborde il est plus récent, on va dire. Il est beaucoup plus récent, quand même, on assiste, déjà, parler de déclin, ça dépend pour qui, mais on voit quand même que l'émission quand même s'affaiblit un peu depuis quelques années. Déjà, du coup, on va vous dire clairement, il y a clairement la date depuis 2021, depuis Koh-Lanta la légende, qui a vraiment fait très mal à l'émission. Mais oui, l'anneau d'or, pour revenir à ça, c'est un twist maladroit, très foireux, qui part, je pense, de bonnes intentions, parce que ça part d'une volonté quand même de faire un peu évoluer, de bouger un peu les lignes de Koh-Lanta, mais il faut le faire un peu justement et en respectant malgré tout l'ADN. Et c'est vrai que cet anneau d'or qui avait été trouvé au tout début de la période post-réunification avait un peu biaisé le jeu, on va dire. Ah ouais, c'est ça un peu le problème des twists. Je trouve que ça biaise un peu, hein, avec le totem maudit aussi, le feu sacré. C'est des twists qui sont, je dirais, ajoutés et qui n'apportent pas un plus au programme. C'est souvent, ça n'apporte pas grand-chose, ou plutôt, ça enlève des qualités à une saison qui, sans le twist, aurait été un peu mieux, quoi. C'est un peu ce que je trouve dommage, en fait, avec les twists. Après, il y a aussi des twists qui peuvent aussi il y a aussi des twists qui peuvent être intéressants et qui peuvent aussi permettre aux saisons d'avoir une identité propre, même qu'on peut ajouter, on peut rajouter au quotidien de Koh-Lanta. Par exemple, la saison 2011 avec Raja en Pats, c'était l'entrée du collier d'immunité. C'est un twist qui a vraiment très bien fonctionné et d'ailleurs, l'émission a repris ce principe de collier d'immunité. Les armes secrètes, la saison 2000 avec les armes secrètes, certaines des armes secrètes ont été très intéressantes, je trouve. Mais après, il y en a d'autres qui ont un peu aussi biaisé le jeu, par exemple. Donc voilà, ça dépend. Enfin, il y a des twists qui sont intéressants, d'autres moins. Mais moi, je ne reprocherais pas en tout cas à l'émission de vouloir évoluer, parce que malgré tout, ils sont obligés de faire ça, parce que sinon c'est trop répétitif, c'est un peu ennuyant. Donc voilà. Mais après, il y en a qui sont réussis, d'autres moins bien. Ça. Voilà, on ne peut pas tout réussir dans la vie. Moi, en tout cas, je n'irais pas reprocher à l'émission, en tout cas, et à la production de vouloir tenter des choses. Le tout après, c'est de mesurer cela et de malgré tout garder un équilibre. Oui, voilà, un équilibre. Moi, c'est ce que je recherche, en fait. C'est que, voilà, je trouve que parfois, on n'a pas l'équilibre avec le twist. Parfois, ils en font un peu trop, par exemple avec le totem maudit. Je trouve que le twist n'a pas servi à grand chose. Juste à la fin, qui a amené les 4 poteaux, les 4 finalistes, c'était une très bonne idée. Oui. Mais voilà, ça c'est une bonne idée. Il fallait amener le parfois, twist. Parfois ça peut être bien, oui, les 4 poteaux par exemple, ça c'était original, tu vois. Enfin, c'était bon. Voilà, même si on a cette idée de poteau à 3, bon bah voilà, ça fait pas dérangeant, c'est pas dérangeant de faire ce genre de petite évolution. Mais par exemple, je vais prendre un exemple pour moi qui symbolise bien, je vais reparler des armes secrètes parce que cette saison m'avait beaucoup marqué. C'était que, on va dire que la première moitié de la saison, on était sur une dynamique de très très bonne saison. Après, il y avait aussi, donc, il y a eu un événement où il y avait une candidate qui avait trouvé une arme secrète qui avait un peu biaisé le jeu, on va dire. Et ça avait totalement après un peu amorcé. Enfin, cette saison est un peu mitigée. Avec une première partie de saison, comme j'ai dit, très bonne, et une deuxième à partir du moment où il y a eu une arme secrète, je ne me rappelle plus laquelle exactement. Je suis plus un spécialiste de Koh-Lanta, donc je vais pas pouvoir m'en rappeler, mais qui avait un peu biaisé le jeu. Ça gâche un peu tout. Par exemple, là, j'avais beaucoup aimé, j'ai regardé cette saison en tant que fan, juste sans trop analyser, mais la saison avec les chasseurs d'immunité, j'avais beaucoup aimé. J'avais bien aimé.
le fait qu'il y avait beaucoup de collègues d'immunité, le fait où il peut y avoir vraiment des retournements de situation, ça j'avais bien aimé cette saison-là. Oui, voilà, je trouve que voilà, il faut rester un peu dans la mesure. Et certaines saisons, voilà, comme les chasseurs d'immunité, ça a fonctionné. Le feu sacré aussi, c'était pas dégueulasse. Et je trouvais que c'était en général le twist bien marché. Voilà, le totem maudit, voilà, le twist, je trouve que ça faisait un peu. Ils l'ont rallongé pendant toute la mer en disant le dernier aura la malédiction du totem maudit. Finalement, c'était que un vote contre soi. Bon, finalement, je pense qu'il fallait. Voilà, il fallait juste faire une pause avec le totem maudit. Ce phénomène-là, on l'observe aussi dans la version américaine Survivor. On l'observe aussi. Hein. Parfois, ils sont obligés de faire ça parce que sinon, le concept est beaucoup trop répétitif. Mais donc, évidemment, il y a une prise de risque. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Voilà, ouais, une prise de risque. Donc, ça peut être plus pardonné que d'autres défauts qui sont un peu absurdes, quoi. Donc, je vais enchaîner ensuite avec, pour moi, un événement qui a marqué ces dernières années. C'était le All-Star des 20 ans, Koh-Lanta la légende. Beaucoup de fans de Koh-Lanta ont arrêté de regarder l'émission à partir de cette saison-là, qui a subi, je dirais, une triche qui a un peu gâché malheureusement la saison à la fin. Mais je trouve que c'est pas le seul problème de ce Koh-Lanta. C'est-à-dire que voilà, il a un peu amené tous les défauts qu'on a cités précédemment, c'est-à-dire un twist un peu géré répétitif et pas très intéressant. On aurait pu avoir un One World par exemple qui aurait été plus intéressant qu'est-ce qu'on avait eu avec le Redemption Island. On a eu aussi beaucoup d'épreuves éliminatoires, un schéma de saison vraiment répétitif et voilà, et beaucoup de trucs qui ont déplu un peu les fans. Qu'est-ce que t'en penses toi, Noé, de Koh-Lanta la légende? C'est un Koh-Lanta qui était très attendu dans la communauté. À l'époque, j'en faisais partie encore. Et déjà, on avait remarqué ça à l'époque quand le casting, je me rappelle, la saison a commencé à être diffusée mi-août, je crois. Le casting était sorti en février 2021. Et déjà, à l'époque, on remarquait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un problème. C'était le casting. Le casting, pour moi, posait problème. Non pas que les candidats et tout ne méritaient pas, mais c'était un Koh-Lanta qui était très particulier. C'était la légende, c'était les 20 ans. Et on s'attendait à des aventuriers qui ont marqué réellement l'histoire. Il y en avait, évidemment. Il y avait Freddy, Patrick, évidemment Claude, Théora, etc. Mais il y en a d'autres, déjà, ça posait déjà un peu problème. On sentait qu'il y avait quand même cette volonté d'intégrer des joueurs des saisons récentes, mais on va pas se mentir, qui n'avaient pas forcément marqué de leur empreinte Koh-Lanta. Je n'ai rien contre eux, mais par exemple, Alix, à l'époque, Alexandra, Loïc, c'était pas pour moi approprié. Et après, il y a un autre problème aussi, mais malheureusement, je veux dire qu'ils ne peuvent pas malheureusement s'en échapper, ce sont les amitiés. Les amitiés pré-jeu. Évidemment que quand tu fais un All-Star, tu ne peux pas malheureusement échapper à ce problème-là dans le choix du casting, de prendre des aventuriers qui se connaissent dans la vraie vie, parce qu'après ça devient une vraie famille, Koh-Lanta, les aventuriers entre eux. Et par exemple, Claude et Laurent, qui sont meilleurs amis dans la vie, on va dire, évidemment qu'il y a les alliances pré-jeu qui entrent en compte, et donc cela peut civiliser le jeu. Et il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup dans ce Koh-Lanta la légende, ce qui a fait donc Claude, Laurent, Théora, tout ça, ils se connaissent très bien. Donc évidemment que cela entre en compte dans l'analyse de la saison. Après, dans la saison, dans le déroulement de la saison en lui-même, je dirais que la première partie avait été, c'était pas une saison incroyable, mais c'était une saison divertissante. Ça faisait plaisir de voir certains visages. Bon, Freddy, évidemment, il y a la déception malheureusement qu'il soit blessé dès le début, manque de chance, mais sinon ça faisait bizarre quand même de voir toutes ces légendes de Koh-Lanta pour cette saison anniversaire. On partait pas sur une saison monumentale, mais on partait sur une saison divertissante. En tout cas, c'était ce qui était recherché. Mais après, voilà, il y a eu des problèmes et tout, ça a fait un buzz monumental, c'était... les grands médias même on en parlait, hein, de cette affaire de triche, parce que ça a totalement marqué les esprits. Et pour finir en finale avec une saison sans vainqueur, une saison où il y a eu énormément de dégoûtés de Koh-Lanta, beaucoup de déceptions, et il y a un avant et un après.
Ça c'est clair, oui, un avant et un après Koh-Lanta la légende. Et puis c'est un peu ce que je reproche à cette saison, c'est le fait d'avoir dégoûté les fans de l'émission et avec une finalité avec un prime qui dure 1 heure pour rien finalement, pour nous dire qu'il n'y aura aucun gagnant. C'était triste pour un fan de Koh-Lanta. C'était très 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 triste. Donc au final, on va dire que dans nos cœurs, le vainqueur de cette saison, c'est Hugo. Pour être honnête, c'est lui qui a vraiment mérité, même si il n'était pas en finale, c'était pas un finaliste, il a été éliminé au poteau. Mais on va pas se mentir, c'était le candidat qui, pour moi, aurait mérité de gagner cette saison. Il a eu le droit à son retour dans la saison que j'ai pas eu le droit de voir, du fait de la diffusion le mardi soir, qui plombe évidemment pour beaucoup de téléspectateurs, les empêche de voir, mais il a eu le droit à son retour. Et puis il y aura d'autres All-Stars, je crois qu'il y en a un qui est annoncé pour 2025, je crois. Ce que j'ai entendu. Je sais pas s'il a été. J'ai entendu parler d'un All-Star qui était préparé pour 2025. Ouais. Avec je pense que ce Koh-Lanta, c'est un mal. Clairement, ça fait très mal à l'émission, mais peut-être que ce sera aussi pour un bien. Parce que moi, ça a permis de tourner la page clairement sur une génération de candidats. La génération 2010, on va dire. C'est des générations début des années 2010, fin des années 2000 qui ont marqué c'était le prime de Koh-Lanta, les Claude, Laurent, Jade, Phil, etc., Théoura, Kumba, tout ça. Ça, c'est une génération entière. Mais au moins, ça a permis de tourner la page. Et peut-être qu'on va pouvoir enfin voir des All-Stars avec peut-être des candidats plus récents, mais avec aussi des candidats du coup qui auront le droit à ce retour. Par exemple, ce qui m'avait plaisir aussi dans ce casting 2021, c'était vraiment la rencontre de candidats comme Maxime. Je sais pas si tu celui de la garde des chefs, qui avait gagné 6 épreuves. Moi, je trouve dommage, par exemple, je trouve que son retour a été un peu gâché parce que il a été pris, vu que c'est entre guillemets une légende très récente, il a été un peu noyé dans cet amas de légendes vraiment mythiques des années 2010 et qu'il n'a pas trop trouvé sa place, quoi. Et je trouve que cette légende entre guillemets des fins des années 2010, du coup, on va dire période de La Roche-Joubert, en fait, les légendes de la période de La Roche-Joubert ont aussi le droit, eux, à leur All-Star à eux, c'est-à-dire entre eux. Et je pense en fait c'est le maillage entre guillemets de toutes ces générations. Après c'est 20 ans, c'était les 20 ans, donc il fallait quand même essayer de faire un maillage, mais je trouve que ça a plus plombé le casting qu'autre chose. C'est vrai, c'est qu'il y a eu beaucoup de candidats qu'on a toujours vus et revus. Quand tu dis que Hugo aurait dû mériter de gagner, d'un côté t'as raison, parce que le parcours y est, quoi. Non mais après ça c'est un avis personnel, hein, mais je dis pas, mais moi dans mon cœur, pour moi c'est Hugo, pour moi qui mérite. Et quand on voit que la finalité, on sait très bien que Laurent et Claude, voilà quoi, ils sont pas très nets. Voilà, ça permet encore plus cela. Mais voilà, moi après, je pars du principe qu'un Koh-Lanta pour les 20 ans, je trouve que l'image de mettre c'est gâché. C'est gâché. Une île de l'exil. C'est gâché. Je vais rien sauver à cette saison. Hein. Oui, c'est ce que je trouve dommage en fait. Et puis Hugo, dans l'idée, il a été éliminé 3 fois quand même. Et puis certes, il a eu un parcours, pour moi, c'est peut-être le meilleur candidat de cette saison. Après, on peut pas reprocher à Claude et à Laurent d'avoir joué comme ils ont joué. Du coup, honnêtement, pour moi, si Hugo aurait gagné la saison, ça n'aurait pas à rattraper, tu vois, le truc. Ah, mais j'ai pas dit que ça allait rattraper. Mais pour moi, t'inquiète. Dans mon cœur, en tout cas, je considère Hugo comme, pour moi, le vrai héros de cette saison. Voilà, je comprends. Après, c'était le principe, ce Redemption Island de se faire éliminer, puis de pouvoir revenir. Moi je trouve que pour les 20 ans, c'est pas un principe à mettre en place. Oui, après, je ne peux pas dire que le twist était bon. Ouais. Mais après, à partir du moment où ils ont choisi ça, il faut s'adapter à cela. Et évidemment qu'une saison entre guillemets plus classique n'aurait pas fait de mal, et je pense que ça aurait été bien dans l'ADN Koh-Lanta. Mais bon, voilà. Surtout pour les 20 ans, quoi. Voilà, là, ce que l'image nous donne, c'est que pour les 20 ans, à Koh-Lanta, si tu te fais éliminer, t'as la chance de revenir une deuxième fois, de faire des épreuves pour réintégrer le jeu et tout. Je trouve que c'est pas une belle image à donner. Après, malheureusement, il y a eu, c'est vrai que c'était les 20 ans, mais on est quand même, l'émission, on aura quand même passé un quart de sa vie, du coup, avant les 20 ans, du coup, il y avait La Roche-Joubert était déjà là depuis 5-6 ans. Du coup, quand même, un quart de la patte de l'émission, du coup, aura été marqué par La Roche-Joubert et donc par ces twists
de rédemption, etc. On peut revenir et tout. Donc on peut pas non plus occulter cette partie-là. Non mais je suis d'accord. Après c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Pas occulter non plus cette partie-là. Pour moi, ça aurait été bien qu'il n'y ait pas de twist tout court, qu'on ait juste une saison simple. Voilà. Mais après, pour moi, le choix n'est pas non plus déconnant de maintenir cette dynamique de twist pour les 20 ans. Mais après, voilà quoi. Après, évidemment, ça n'a pas été un point fort. Ouais, bah ça c'est clair. Ouais. J'aurais préféré un twist plus original et peut-être plus simple, quoi, du genre le One World, comme j'ai dit, tu vois. Ça aurait été un beau twist pour les 20 ans, je pense. Mais bon, voilà. Il y a des choses on peut pas trop comprendre au niveau de la production. Après, peut-être que c'est une organisation aussi. Mais bon. Après, du coup, voilà. Et on va du coup arriver au dernier point, Noé. Est-ce que finalement, dans notre ère, hein, là on va arriver à 2025, est-ce que Koh-Lanta, l'émission Koh-Lanta, est-ce que c'est peut-être pas sa destinée de décliner à cette période-là, du fait que c'est un programme qui a beaucoup marqué les gens en fin d'année 2000, début d'année 2010, on l'a dit, c'est clairement le prime. Mais est-ce que c'est peut-être pas la fin du programme? Est-ce que naturellement un programme comme Koh-Lanta ne peut pas durer éternellement, quoi? C'est un long débat qu'on pourrait avoir, mais on se fait quand même beaucoup d'idées sur le déclin de Koh-Lanta. Mais en réalité, je vais dire quelque chose quand même qui est assez, on peut le regarder et tout à travers des chiffres, etc. Et pour les suiveurs de l'émission, déjà avant l'île des héros, il y avait déjà ce débat-là. En réalité, depuis la Roche Joubert, c'est rien, bon, voilà, c'est un hasard, mais déjà les audiences, depuis son arrivée, on va dire depuis Koh-Lanta, sa première saison, c'était l'île le trésor, il y avait déjà une baisse d'audience, en globalité. Les audiences étaient déjà en chute libre à l'époque. On était aux alentours, le vendredi soir, à l'époque, on était vers 4,5 millions, 5 millions de téléspectateurs, ce qui ne sont pas des bonnes audiences. Après, il y a eu l'embellie de l'île des héros, qui a totalement redynamisé l'émission. Bon, là, on allait vers 6,5-7 millions de téléspectateurs. Mais par exemple, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que l'île des héros fait un des pires démarrages de l'histoire de l'émission. Ouais. Si ce n'est le pire. C'était le pire, depuis la première saison en elle-même. C'est-à-dire, elle fait un démarrage à 4,9 millions. Ouais. Donc, voilà, ouais. On était déjà dans cette dynamique de déclin avant l'île des héros. Après, il y a eu cette pause du Covid. Les gens étaient devant la télé, donc l'émission a été regardée, et en plus le fait qu'il y ait Claude, etc. Laisse tomber. Donc l'émission a pu a retrouvé un second souffle entre l'île des héros et la légende, où il y a eu ces émissions, il y a eu l'île des héros, les capteurs, les armes secrètes avec des très bonnes audiences. Et après le passage au mardi soir. Au mardi soir et la légende qui a fait du mal en termes d'audience pure. Mais bon, voilà, l'émission fait quand même encore de bonnes audiences pour un mardi soir. Elle tourne autour de 3, 5, 4 millions de téléspectateurs. Si ces audiences-là étaient le vendredi soir, on dirait que c'est des audiences catastrophiques. Mais là, c'est un mardi soir. Donc on peut quand même dire que les audiences sont entre guillemets correctes pour TF1, qui le juge encore correct. Hein. Donc voilà quoi, c'est un peu compliqué à dire. Évidemment qu'une émission comme Koh-Lanta, qui sont un principe, qui a un concept très répétitif, ça n'a pas duré 50 ans, mais elle arrive encore à se renouveler et elle a encore une fanbase qui est assez importante. C'est ça. Et aussi le fait aussi que les réseaux sociaux, c'est en plein éclat, que Twitter, Instagram, ça compte beaucoup aujourd'hui dans même la vie active. Hein. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique pour Koh-Lanta, ou au contraire ça peut remplacer peut-être même des émissions sur Netflix, peut remplacer un programme comme Koh-Lanta qui est sur TF1 en prime time? Après, évidemment que Koh-Lanta a fait un choix clair de changement de public. Il ne recherche plus le même public, il ne cherche plus à attirer le même public. C'est-à-dire qu'il cherche un public plus jeune qui va beaucoup utiliser du coup les émissions de streaming, les sites de streaming de type TF1+, par exemple. Et donc c'est pour ça du coup ils misent beaucoup sur le replay et qui communiquent beaucoup sur ça, parce que c'est aussi l'audience qu'ils cherchent à avoir. Ils cherchent du coup le mardi soir à avoir une audience, on va dire, de fans, de fidèles de l'émission.
Et du coup, c'est pour ça qu'il y a 3,5 millions, 4 millions de téléspectateurs, ce sont des fans de l'émission. Et donc en plus de rajouter la fanbase de jeunes, etc., qui pourraient être attirés par les candidats, par leur jeunesse, par le fait qu'ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà quoi, c'est ce qu'ils recherchent. L'émission en déclin, si on prend terre à terre, enfin on va pas se mentir que l'émission son image a été totalement écornée par le Koh-Lanta la légende. Maintenant l'émission ne va pas mourir demain. C'est ça. Et du coup, ce qui serait une bonne conclusion, c'est le fait que, pour toi, est-ce que c'est légitime d'appeler ça un déclin ou est-ce que c'est juste la suite logique d'un programme comme Koh-Lanta, quoi? J'ai envie de dire que tant que TF1 juge que les audiences sont bonnes et que l'émission ramène de l'argent, l'émission continuera à exister. Je dirais pas qu'elle est dans un déclin, mais en tout cas, elle est dans une forme elle essaye de se racheter une nouvelle image. Elle est dans une évolution. Le Koh-Lanta la légende a tourné une page, littéralement. Enfin, voilà, il y a eu un avant et un après. Et donc maintenant, elle essaye de se racheter une nouvelle image plus positive, tournée vers les jeunes. Mais malgré tout, les dernières saisons ne sont pas mauvaises en soi. La Tribu Maudite, je ne l'ai pas regardée, mais les 3 saisons avant ne sont pas catastrophiques, j'ai envie de dire. Ce sont des plutôt bonnes saisons. Oui. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est paradoxal, parce que au niveau de la forme, pour moi, c'est vraiment moins bien qu'à l'époque, mais au niveau du fond, ce sont des bonnes saisons. La stratégie est bien plus présente. C'est ça. Donc, pour moi, l'émission, elle est dans une forme, pas de déclin, mais dans une forme de rachat vis-à-vis de ses fans. Et donc, c'est pour ça que l'émission continuera malgré tout et qu'elle sera encore présente dans 10 ans, je pense, etc. Parce que c'est une émission malgré tout qui, compte une base importante. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire globalement, c'est que l'émission n'est pas en déclin. Sa saison All-Star des 20 ans l'a fait très mal. Elle a fait très mal à l'émission. Évidemment que les choix comme le mardi soir n'arrangent pas la situation, mais on va dire qu'elle est dans une forme de rachat vis-à-vis de sa communauté et que elle continuera de vivre. Je pense que c'est une belle conclusion pour cette vidéo. Merci à toi. Il n'y a pas de souci. C'était un plaisir de retenter cette expérience, YouTube. Je ne reviendrai pas sur YouTube en tant que chaîne, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir reparler de ça et de parler de Koh-Lanta avec toi. C'est toujours cool d'avoir ton avis, même si t'es plus trop présent sur Koh-Lanta comme tu l'as dit, mais ça fait plaisir d'avoir l'avis d'un ancien très bon connaisseur. Et je pense que notre discussion était quand même assez mémorable. On a parlé de pas mal de choses très intéressantes. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!